Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Guylaine Baudry, directrice et bibliothécaire en chef des bibliothèques de l'Université Concordia et membre du comité organisateur du 82e congrès de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Bienvenue à cette activité organisée en partenariat entre l'Université Concordia, l'ACFAS et le Musée des beaux-arts de Montréal. Le congrès 2014 de l'ACFAS a lieu cette année à l'Université Concordia du 12 au 16 mai 2014 sous le thème « La recherche, zone de convergence et de créativité ». L'Université Concordia est fière d'être l'hôte, pour la première fois de son histoire, de cette importante manifestation scientifique annuelle qui accueille plus de 5 500 participants du Québec et du reste de la francophonie qui prennent part à plus de 3 000 communications scientifiques au cours de la semaine. Le congrès annuel de l'ACFAS est le plus important rassemblement multidisciplinaire scientifique de la francophonie. 2014 marque le 40e anniversaire de l'Université Concordia. Accueillir l'ACFAS est une des façons de célébrer ce moment important avec nos collègues des autres établissements universitaires. La programmation d'activités destinées au grand public dont fait partie cette soirée a pour objectif de créer des occasions de discussion entre les chercheurs et les citoyens, entre la science, l'art et la société. Au programme cette année, 15 activités grand public dont vous pouvez consulter le détail dans le petit dépliant rose qui se trouve à la table d'accueil. Ce soir, nous vous avons conviés à une conversation sur l'exposition 1 + 1 = 1 autour des artistes et des commissaires de Converser, qui a été conçue et qui sera animée par la professeure Martha Langford de la Faculté des beaux-arts de l'Université Concordia. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et de profiter de cette conversation sur la photographie. Merci. Merci, Guylaine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Bon, l'invitation de l'ACFAS d'organiser un événement en partenariat avec le musée m'a vraiment touchée. Et je veux aussi remercier tous les membres de l'équipe pour le travail énorme de conceptualiser et de réaliser ce congrès. Cette invitation me donne la chance d'animer une conversation entre deux brillants artistes et deux conservateurs influents, pour ne pas dire un directeur de musée. Donc, je suis très heureuse d'être ici. J'espère que tout le monde dans la salle a eu la chance de voir l'exposition 1 + 1 = 1, quand les collections du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée d'art contemporain de Montréal conversent, parce que cette exposition a non seulement inspiré le titre de cette conversation, mais la direction que nous allons prendre. Notre conversation intègre les voix des artistes en dialogue avec les commissaires et conservateurs de leurs œuvres, et dans un contexte particulier qui est une réunion interdisciplinaire de chercheurs. Pour ces raisons, je voudrais animer une discussion sur la nature de la recherche dans la pratique créative, ou plus précisément, ce phénomène dans les sciences humaines qu'on appelle la recherche-création. Tout d'abord, je vous présente mes compagnons sur scène. Je vais aller de A à Z, car il est très rare que l'occasion se présente de faire exactement ça. Stéphane Aquin est un conservateur de l'art contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal. En tant que commissaire, sa magnifique rétrospective de l'œuvre de Peter Doig a fait le bonheur de tous les Montréalais et leurs visiteurs qui ont souffert cet hiver difficile. Merci, Stéphane. Geneviève Cadieux est photographe, mais une des premières à intégrer des éléments audiovisuels, son et vidéo, dans ses installations grand format. Elle a représenté le Canada lors de biennales majeures à Montréal, Sao Paulo et Venise. En 1993, le Musée d'art contemporain de Montréal a organisé la première rétrospective d'importance consacrée à l'œuvre de Geneviève Cadieux. En 2011, elle a reçu le prix du gouverneur général en art visuel et en art médiatique. Elle est aussi professeure d'art visuel, donc
ma collègue à Concordia. Pierre Dorion est un peintre. Ses œuvres font partie des collections des grands musées canadiens, parmi lesquels on compte le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée d'art contemporain de Montréal. L'exposition du MAC en 2011-2012 a réuni plus de 60 œuvres majeures réalisées à partir du milieu des années 1990, prenant comme point de départ son projet Chambre avec vue, présenté en 1999 dans un appartement vacant à Montréal. Et finalement, John Zappatelli est le 10e directeur général du Musée d'art contemporain de Montréal. Félicitations, John. Avant d'être nommé à ce poste, John Zappatelli était commissaire au DHC Art. Il a aussi œuvré à Londres et à New York dans la programmation de commissariat. Un cinéaste, son œuvre a été projetée dans des festivals et des galeries à l'échelle internationale. Bon, alors, merci d'être là. Je vais commencer avec une question que je voudrais demander à chacun de vous de répondre. Quelle est la relation entre la recherche et la créativité dans votre pratique? Et Geneviève, pouvez-vous commencer? Moi, je souhaiterais que ça commence avec A. Ah! Ben, écoutez, c'est un terme... Ah, oui, est-ce que vous m'entendez? Bon. Le terme recherche, en fait, c'est un terme récent qu'on utilise dans la pratique de l'artiste. Hein. Je ne sais pas, on l'entend... C'est sûr que quand on... Dans le milieu universitaire, c'est un thème courant. Et moi, j'ai commencé à enseigner il y a à peu près une douzaine d'années. Et avant, je n'avais jamais entendu ce terme-là. C'est-à-dire que les artistes, mes collègues et moi, on parlait de notre travail. Donc, le lieu de travail et l'atelier, c'est-à-dire que ce sont peut-être deux termes qui veulent dire la même chose d'une certaine manière, mais est-ce que le lieu, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'atelier est un lieu de recherche? À ça, moi, je peux répondre oui, d'une certaine manière. Est-ce que la création, est-ce qu'il y a une différence entre la création et la recherche? Oui, d'une certaine manière, mais c'est une question étymologique d'une certaine manière, parce que je me dis, moi, je peux faire, par exemple, des recherches sur des matériaux, mais quand je pense à mon travail d'artiste, je pense pas du tout. Je pense à vraiment un espace très libre de liberté et un espace aussi intime parce qu'on travaille seul. Donc, où à peu près tout est permis. Est-ce que la recherche dans un autre domaine est aussi libre que ça? Je ne sais pas. C'est peut-être une question à laquelle vous pourriez répondre, mais le lieu, l'atelier de l'artiste, c'est un lieu où tout est permis. Et donc, comment fonctionne la création? C'est aussi une question extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses, probablement? Tu sais, quand est-ce qu'un artiste, par exemple, décide qu'une œuvre est terminée? Ou quel est le trajet? Comment une œuvre, tout d'un coup, se matérialise-t-elle à partir d'une idée ou d'une intuition? Donc, c'est des questions complexes et c'est des questions aussi auxquelles on peut répondre souvent après coup. Parce que pendant que les choses se font, on n'y pense pas. On n'y pense pas de cette manière-là. On n'y pense pas. Enfin, je ne sais pas, Pierre, est-ce que tu y penses de façon systématique ou non? Non. Non, pour moi, l'un informe l'autre. Oui. Et ça a toujours été comme ça. Donc, un peu comme ce que Geneviève vient de dire, c'est très complexe et c'est très difficile à pointer où est la à nommer où commence la création, où commence la recherche, où ils s'entrecroisent, tout ça. Mm-hmm. Dans mon cas, peut-être, je penserais peut-être à la question du quoi peindre, la recherche de l'image, ou le choix d'une image, ou la construction d'une banque de matériel visuel à partir duquel je vais pouvoir travailler et faire mes tableaux. Peut-être quelque chose comme ça peut faire plus partie de la recherche. Au
du résultat, les tableaux, du faire, du peindre, c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus difficile à répondre parce que c'est pas vraiment une création dans le sens que c'est plutôt un travail quotidien, très technique, qui peut des fois faire appel à de la recherche, mais qui aussi devient presque une seconde nature, une expérience où je n'y pense plus. Je le fais et ça fait tellement longtemps que je le fais que c'est très intégré physiquement, mentalement dans mon être. Vivre sa recherche. Oui, vivre sa recherche. Est-ce que je vais de Z à... Non, j'allais dire qu'il y a une parole que je déteste, la pratique d'un artiste, qui est reliée un peu à la recherche, je dirais. Au lieu de dire travail, il y a la pratique. Mais d'un côté, c'est correct, parce qu'il y a plusieurs artistes. L'art contemporain, maintenant, est tellement diversifié, tellement hétérogène, que nécessairement, on va l'épuiser dans les sciences sociales, la politique, plein de trucs là, pour se nourrir, pour donner une forme, pour concrétiser quelque chose en forme artistique, si vous voulez. Donc, c'est clair que... Mais je suis d'accord avec les artistes ici. Dans l'intimité de l'atelier, c'est un dialogue tellement personnel, tellement intérieur. Mais en tant que cinéaste... Mais en tant que cinéaste, quelque chose où... avec un travail plus représentatif qui est beaucoup plus lié au social, au politique, peut-être même au psychologique, parce que c'est un travail dans le temps et dans l'espace, temporel, etc., un récit. Donc, et maintenant, j'en fais plus de cinéma, malheureusement, parce que je suis occupé ailleurs. Mais en construisant des expositions, il faut mettre des trucs ensemble qui... ensemble construisent quelque chose qui fasse une forme de musique ou une forme de signification ensemble, n'est-ce pas? Oui, et on va retourner à cette question. Ouais. Oui, à cette pratique. À cette pratique, oui. Stéphane. J'étais absorbé par ce que mes collègues disaient et parce que Geneviève avait dit au départ et l'utilisation même du terme de recherche appliquée au travail artistique est problématique. Je me demande si, là c'est vraiment un petit à côté, je me demande si elle n'est pas le fait de l'absorption des écoles d'art par les universités, progressivement dans les années 70-80, où on se retrouve, j'enseigne aussi à Concordia, au MFA Studio Arts, et puis on a des formulaires d'évaluation, de recommandations pour les bourses, et ce critère m'apparaît toujours très, très difficile à appliquer. La notion même de recherche en art, justement, est quelque chose de beaucoup plus ouvert, libre, fluide, organique, pas du tout méthodologique, en tout cas, ne suit pas les mêmes voies que la recherche universitaire plus traditionnelle. Par ailleurs, nous, en tant que conservateurs, en tout cas, c'est mon cas, John a un parcours différent, je pense. On est des historiens de l'art. Moi, je suis un historien de l'art. On applique certaines méthodes de recherche, effectivement. Lorsqu'on décide d'un sujet. Mais là encore, ce n'est pas des méthodes qui suivent les méthodologies académiques traditionnelles de l'université. Mais il y a toujours un travail de recherche, évidemment, sur la pertinence du sujet, la validité, son historiographie. Mais il y a un travail de créativité aussi dans la scénarisation, dans l'imagination de l'exposition. Je sais pas si... J'oserais espérer que l'introduction des arts visuels à les universités ont autant changé les universités que les arts visuels. On va peut-être retourner à ce point. Mais cela dit, depuis que j'enseigne, et j'entends mes collègues, j'enseigne aussi en studio arts, en art plastique, et on entend les gens maintenant parler de leur recherche. Et pour moi, c'est toujours étonnant parce que c'est des artistes qui ont vraiment un travail visible, connu. Donc, ça dépend d'où... Est-ce que maintenant, on parle du travail artistique comme de la recherche à l'intérieur d'un milieu universitaire? Oui. Et est-ce que c'est aussi la question de la validité du type de recherche?
Ben, pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. C'est aussi important qu'une recherche scientifique ou sociale. Mais je pense qu'il y a eu pire que l'utilisation du terme recherche. Il y avait le terme R&D, recherche et développement. Où pendant un certain temps, on percevait l'activité artistique comme une espèce de créativité de pointe dont se nourrirait l'ensemble de l'économie sociale. Mais l'art visuel est une forme de savoir. Donc, qui véhicule un savoir qui s'ajoute à d'autres savoirs. Et donc, voilà. En ce sens. Et produit un savoir qui est une expérience, en tout cas, qui lui est propre. Ça. Et qui est irréductible, je pense, aux seuls éléments de contenu littéraux qui s'y retrouvent. Et on peut parler. Mais pour le moment, la projection PowerPoint derrière nous donne une petite idée de la richesse de l'exposition 1 plus 1 égale 1. Donc, j'aimerais entendre les deux commissaires parler un peu de leur organisation de cette exposition, commençant par sa conception. Quel a été vos processus pour choisir les œuvres? Et surtout, comment avez-vous travaillé à travers les connexions qui sont faites par les séquences, les contiguïtés, bref, l'accrochage, et par les textes d'interprétation? C'est tellement simple, on va vous décevoir. Heureusement qu'il y avait John qui était là pour me dire hey, il faut qu'on y travaille. Là. Donc, il me forçait à prendre des rencontres hebdomadaires. En fait, on y est allé de façon assez organique, spontanée, intuitive, en se fiant sur la connaissance relative qu'on avait de nos collections propres et de nos collections respectives, et puis en choisissant ce qui nous touchait le plus. Je résume assez correctement. Oui, dans mon cas, moi, je ne la connaissais pas, la collection du MAC, pas nécessairement parce que j'étais en poste depuis quelques semaines seulement et mon président m'avait annoncé « Tu sais, ta toute première expo, ça ne sera pas ici, mais dans un autre musée. » C'était un processus de découverte de la collection. Oui, c'était fantastique. Et j'ai la bonne chance d'avoir ma sœur aux archives qui gère la collection depuis 25 ans. Alors, elle m'a énormément aidé. Et dans mon cas, comme nous avons à peu près 8000 œuvres, il fallait cerner, il fallait délimiter un peu le champ. Et il y avait une collègue qui préparait une expo sur les dons, donc je me suis dit, il y a toute une partie qui est dons, je ne m'en occupe pas du tout. Alors je vais aller aux acquisitions. Et ça, une acquisition à un musée, c'est tout un processus. Des fois, c'est des mois, c'est la quête de l'argent, c'est de l'organisation. Donc, avoir une œuvre achetée dans un musée, c'est vraiment un effort inhumain. Et un effort très... donc, tout ce qui a été acheté, vraiment, est issu de quelque chose d'une volonté extrême et rigoureuse. Alors, je dis, OK, alors on se limite à ça. Et donc, c'était fascinant. Stéphane, je suis un ami, donc on s'amusait. J'avais dédié tous les vendredis à essayer de... Mais je vous avoue, c'était pas très scientifique. C'était plutôt, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Puis après ça, c'était un dialogue. Ah, tu présentes ça, je vais te battre avec cette autre œuvre qui est beaucoup plus bonne que la tienne. Donc, il y avait un peu une compétition amicale, mais il fallait faire quelque chose de sérieux aussi. On avait des soucis de pas garrocher des trucs à l'intérieur de ces 5 salles, finalement. C'est grand comme... 5, 10 salles. Et fait, on s'est soumis à une contrainte qui a une prémisse qui est... dont on a dit, bon, c'est pas la prémisse, it's not a serious curatorial premise, le fait de jumeler des œuvres, alors qu'on aurait pu jumeler toutes sortes d'autres œuvres ou ne pas jumeler, mais ça nous a forcé à être très attentifs à ce que les œuvres portaient comme sens et à leur capacité de résonance. Et en fait, on n'est jamais parti d'idées, ça il faut le dire, on est parti des œuvres, tout le temps des objets. Et à force de voir les œuvres, d'y réfléchir, certains thèmes, certaines idées dominantes se dégageaient. Donc le parcours a été organisé autour de ces thèmes qui émergeaient des œuvres. Puis aussi en tenant compte de ces installations qui sont très lourdes et qui demandent d'être positionnées en amont de l'installation. Le Bill Viola, le Pipilotiris, parce qu'on peut pas changer d'avis à la dernière minute sur des œuvres comme ça. Mais il faut le dire, nos pairs
peut-être 60% des pères auxquels on avait pensé n'ont pas tenu le coup dans les salles. Et non, n'ont pas tenu le coup et on s'est mis à tout reformuler. C'est parce que tu as tout changé à la dernière seconde, c'est pour ça. Mais, comme ça qu'on travaille. Mais ça a permis, ça dit aussi que c'était des œuvres riches qui se livraient à plusieurs interprétations, et plusieurs lectures et plusieurs jumelages. Oui, je pense qu'au tout début, on s'était dit, on était d'accord les deux. En principe, on était attirés par le même type d'œuvres, avec des œuvres avec du contenu, des œuvres avec une charge sociale ou psychologique qui est alliée à une beauté ou une recherche formelle, si vous voulez. Alors, dès le début, c'était comme ça. Donc, l'expo est forte et riche parce qu'il y a, il me semble, de mon point de vue au moins, il y a énormément de contenu. Et donc, on était effectivement sur tout à fait la même page là, au tout début. Et le récit s'est construit à fur et à mesure en fait, de les placer dans les salles et voir quelle relation pourrait avoir. C'est comme construire un peu, je sais pas, c'est comme un livre ou c'est comme un film avec des séquences ou des chapitres, si vous voulez. On a organisé ça avec des salles, mais aussi avec un rapport entre la salle, différents effets musicaux. Des fois, c'est de l'harmonie, des fois, c'est la dissonance, des fois, c'est en contrepoint. Je veux dire, il y avait énormément de cette réflexion-là. Geneviève et Pierre, vous êtes parmi les grands artistes qui ont eu des expositions personnelles importantes au MAC ou aussi ici. J'aimerais vous faire parler de la transformation ou non de vos œuvres dans le contexte d'une exposition de groupe. Parlez-nous de ce que vous voyez dans vos propres œuvres dans ce contexte. Mais aussi, dites-nous ce que vous apprenez de cette expérience, de voir vos œuvres accompagnées par d'autres, regroupées en pairs ou par salles. Comment cette expérience, cette exposition ou une autre, si vous voulez, avance-t-elle votre travail? Oui, bien dans mon cas, dans le cas de l'œuvre qui est présentée, dans 1+1 égale 1, c'est un tableau qui avait été conçu pour faire partie d'une installation comme vous avez décrit lors de la présentation d'une installation qui était dans un appartement un peu abandonné, un appartement moderniste des années 70, mais un appartement désert, où j'avais réalisé une série de tableaux spécifiquement pour ce lieu-là, et afin de créer une espèce d'ambiance ou d'atmosphère très spécifique dans ce lieu. Et l'appartement avait comme fonction non seulement d'être l'inspiration des œuvres et le support des œuvres, mais aussi catalysait une espèce d'ambiance très spécifique. Et où il y avait une certaine charge émotive, je dirais, où un sentiment d'absence était assez puissant, assez fort. Et dans cette installation-là, le tableau, sans titre 1999, qui est dans l'exposition ici, était accroché en face d'un autre tableau qui représentait la chambre à coucher où ce tableau-là était accroché. Et donc, créait une espèce de reflet un peu comme ça. Il y avait d'un côté la chambre vide, sans lit, et puis de l'autre côté, il y avait le lit défait avec le monochrome, le tableau de Claude Tousignan qui était accroché au-dessus du lit. Et l'empreinte, en fait, c'était l'empreinte de mon corps, parce que j'avais pris la photo en séjour chez un ami où il y avait le tableau et où j'avais dormi dans ce lit-là. J'avais pris la photo et réalisé le tableau ensuite. Donc, c'est l'empreinte d'une personne. Et en fait, c'est l'empreinte du corps de l'artiste qui est représentée. Et c'est un autoportrait. Et puis, c'était en ligne avec toute le thème de l'absence, la mémoire, tout ça. Oui, oui. Et la vie quotidienne, mais où était juxtaposée un peu cette notion de peinture détachée,
de temporalité ou de changement de saison, changement de lumière, changement le tableau monochrome de Claude Tousignan. Et dans 1+1 égale 1, c'est plutôt des associations au couple ou le lit, donc comme un lieu à côté du Jeff Wall, ça devient comme un lieu de discorde où on sent une tension dans un couple, tout ça. Alors, c'est certain que mon tableau, d'un point de vue narratif, l'image projette peut-être quelque chose de différent de ce qui était dans mon intention lorsque je l'ai fait pour l'installation en 99. Mais c'est souvent le cas dans les expositions de groupe. Et puis, c'est le plaisir de voir l'œuvre changer, dépendant du lieu où elle est installée et aussi de ce qui va côtoyer l'œuvre autour, hein, dépendant des autres œuvres ou tout ça. Donc, il y avait Tony Horsler aussi, qui est une œuvre plus humoristique, disons, que mon tableau, où il y a une charge mélancolique qui est peut-être un peu plus différente, en fait. Par exemple. Par exemple. Ben, dans mon cas, c'est une œuvre qui a été réalisée, là, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, ça fait quand même un certain temps. Et donc, on a un souvenir. Comme les œuvres, tout d'un coup, elles existent, on les montre. Après ça, souvent, elles sont invisibles longtemps parce qu'elles sont entreposées ou ailleurs. Bon. Et je l'ai vu plusieurs fois dans des expositions personnelles de mon travail à l'étranger. Et c'est une œuvre aussi qui s'inscrit dans mon travail, qui a une place comme chacune de mes œuvres, mais elle était réalisée au moment où en fait, les artistes de ma génération, ou pas seulement les artistes, mais notre communauté a été victime beaucoup du sida et les gens vraiment tombaient comme des mouches autour de nous. Et c'était aussi un discours médical et un discours social qui était assez violent à ce moment-là. Et par contre, c'est-à-dire tout le monde était conscient de ça, mais cette œuvre-là particulièrement, il y a une partie de l'œuvre qu'on reconnaît comme un motif abstrait, mais si on a déjà vu des photos microscopiques de cellules humaines, on peut penser très, très facilement à ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que chaque corps porte d'inconnu en lui, un peu comme d'invisible et de dangereux pour le... Et étrange. Étrange et invisible surtout, et qu'on ne peut pas normalement même imaginer. Et donc, j'avais travaillé à partir de plaquettes sanguines que j'avais obtenues d'un laboratoire hospitalier. Mais oui, j'avais un ami dont le père était pharmacien à l'hôpital Notre-Dame. Et donc, il m'avait aidé à me procurer ces images-là. Et j'ai photographié les plaques microscopiques. Et à partir de ça, évidemment, il y avait l'image de ce corps-là, mais le corps, qui est un corps qui est vu de dos, est aussi un corps sans sexualité. Dans la réalité, c'est le corps d'une femme plus âgée, mais de dos, on peut penser aussi que c'est un homme. Donc, cette espèce d'anonymat du corps représenté est important. Et j'ai choisi l'image qui se retrouve dans Ruby de manière... en fait, je ne savais pas quelle était la pathologie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me l'a demandé. Et je me rappelle, j'avais montré cette œuvre-là au Nouveau Musée à Villeurbanne. Et il y a un médecin qui m'avait dit que c'était tout simplement une anémie. Mais Pierre se rappelle que je lui avais dit que c'était l'image d'une leucémie. Oui, mais ma mémoire me joue peut-être des tours. Ben moi aussi. Donc, alors, à la biologiste à qui je parlais tout à l'heure de faire la recherche et de nous le dire éventuellement. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'aussi, l'œuvre est vue comme un paysage. Hein. Il y a cette représentation-là d'une forme rouge qui peut rappeler les tableaux de Gottlieb ou un soleil. Ou enfin,
c'est des motifs qu'on retrouve dans la représentation, dans divers médiums depuis l'histoire des temps. Et donc, je l'ai conçu comme ça. Quand on m'a dit que l'œuvre serait dans une salle avec David Alpmej, puis tu me parlais de ce sculpteur-là. Non, ça je le connais, mais le jeune sculpteur... Housego? Oui. Et là, je ne me rappelais plus de son travail, puis je suis allée voir ça. J'ai dit, mon œuvre ne tiendra jamais le coup. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de mettre mon œuvre avec des... Puis je me disais, bon, ben, de toute façon, c'est pas mon expo. J'ai de la chance d'y participer d'une certaine manière. Alors, j'avais cette crainte-là. Je me disais... Puis quand j'ai vu l'œuvre dans l'espace, ben, toutes les œuvres avaient leur place. Et donc, tout ça, c'est une fausse angoisse, peut-être. Et je trouvais que d'avoir cette salle est très belle, mais comment les œuvres choisies se côtoyaient, ce que ça créait pour le spectateur, et donc moi, d'une certaine manière, c'était une expérience artistique que j'avais jamais vécue. Tu sais, j'aurais jamais pensé mettre toutes ces œuvres-là dans une même salle. Donc, et qu'est-ce qu'elles évoquent les unes avec les autres? C'est très étrange. Tu sais, on est dans l'ordre, justement dans une pensée qui n'est pas celle de l'artiste, mais qui est celle de conservateurs, et qui ont vu quelque chose et qui fait sens, et qui s'exprime à travers ce choix-là. Alors pour moi, ça a été... j'étais contente. Puis en plus aussi, je me disais, mon Dieu, je ne me rappelais pas de l'œuvre. Je ne pensais pas qu'elle était si grande non plus. Hein? Toi non plus, Stéphane, hein? On ne l'avait jamais sorti. Ah bon. Tu vois et en fait, voilà. pas depuis que moi je suis ici, j'étais très impressionné, John aussi. Et c'est ça, cette manière-là aussi, c'est ça, de revisiter notre travail beaucoup plus tard, puis de le redécouvrir, mais de le redécouvrir dans un autre dialogue ou avec d'autres œuvres, ben ça c'est unique. Mais aussi, comment l'artiste se rappelle de ses œuvres, ça aussi c'est une question intéressante, parce que moi je ne pensais pas, j'ai été saisie un peu par son échelle. Donc, voilà. Bon, merci. Alors, John et Stéphane, ma dernière question est plus ou moins pour vous, mais j'invite les artistes à offrir leur point de vue. Je voudrais considérer l'évolution qui s'est produite dans notre compréhension du travail du commissaire. Il est maintenant reconnu, et même, je dirais, attendu, qu'une exposition est un projet de création, autant que le fruit de la recherche. Nous savons qu'il y a encore une certaine résistance à cette idée, l'idée que le commissaire est aussi un auteur. Donc, comment vous positionnez-vous dans ce débat? Quel est votre rôle? Est-ce qu'il varie dépendant du projet? Êtes-vous plus un chercheur dans le sens traditionnel dans certains projets d'exposition et plus instinctif dans d'autres? Tu veux que je me lance? Souris. Tu veux que je me lance à l'eau? OK. Mais, j'avoue que je fais partie de ceux qui expriment une résistance à l'utilisation du terme auteur pour notre beau métier. J'ai l'impression d'abord d'une usurpation d'un statut supérieur. Je travaille certainement avec le texte des autres. Si je suis auteur, c'est parce que j'ai collagé le texte des vrais auteurs, qui sont les artistes. Je voudrais d'abord... Il me semble aussi qu'il y a une sorte de fallacie, une supercherie historique. On a eu la mort de l'auteur par Foucault et Barthes, et le voilà qui ressurgit sous la forme du conservateur en Uber-auteur, l'espèce d'auteur du texte contemporain. C'est des notions que je trouve très problématiques. Il me semble qu'on est davantage, je perçois davantage comme un lecteur qu'un auteur. Et puis, tout ce qu'on vient de dire, je pense, va dans ce sens-là. Nous avons lu les œuvres d'une certaine façon. Et ça, c'est la première étape. La seconde, effectivement, et là, c'est peut-être plus proche d'un travail de création, mais c'est davantage la meilleure analogie avec un autre métier, me semblerait plutôt celle du metteur en scène. Nous mettons en scène le texte des autres. On lit Shakespeare d'une certaine façon et on le met en scène. Donc, il y a une interprétation. Mais pour ma part, c'est peut-être
de l'humilité mal placée, mais je ne me considère pas comme un auteur. Un auteur d'introduction et de textes muraux, oui. Ça, tu écris. J'écris. Mais ça ne fait pas de moi un auteur avec un grand A, certainement pas. John. Non, je suis d'accord, mais ça dépend aussi du contexte. En fait, les conservateurs, les artistes, les institutions, on fait tous partie d'une écologie, d'une conversation autour de qu'est-ce qu'on souligne dans la culture. On est gardien, n'est-ce pas, gatekeepers. On fait des choix, c'est des choix institutionnels qui résonnent dans la culture. Donc, il faut être responsable aussi, n'est-ce pas? Dans mon cas, j'ai eu une chance à la Fondation de faire un travail que je considérais assez créatif dans une exposition qui s'appelait Chronique d'une disparition, disons, où j'ai mis 5 artistes ensemble et j'avais le grand luxe là-bas d'avoir 6 à 7 mois pour développer des idées, pour écrire un petit texte, etc. Donc j'avais les bonnes conditions pour réfléchir et des budgets pour mettre en place des œuvres assez spectaculaires, importantes et techniquement difficiles, comme l'installation de Philippe Parreno, qui s'appelait le 8 juin 1968. Et à ce moment-là, plusieurs personnes ont commenté que c'était une exposition qui elle-même était une œuvre d'art. Je cite quelques... Et ça m'a fait beaucoup plaisir, bien sûr, d'entendre ça, parce que on essaye toujours, dans une exposition de groupe, bien sûr, de créer des significations qui vont autre que les propos individuels des artistes. Donc, dans mon cas, je voulais explorer cette notion de disparition à travers différents registres culturels, politiques. Il y avait des assassinats, il y avait un viol, la guerre, etc. Et ensemble, l'effet était assez puissant, on me dit. Et donc, j'étais ravi d'entendre ça. Donc, c'est peut-être possible aussi. Et le rôle du commissaire, maintenant, est tellement professionnalisé. Il y a des cours, il y a des doctorats, maintenant aussi. Donc, c'est tellement imprégné de savoir, de formation, de méthode. Mais en principe, je suis d'accord avec Stéphane. Principalement, on fait un travail de choix. Mais pensez à un artiste comme Christian Marclay qui utilise que le collage, mais il fait un travail remarquable et très inventif aussi, en allant dénicher, voler dans la culture différents éléments pour en faire quelque chose d'autre. Geneviève et Pierre, que pensez-vous du commissaire qui suit ses intuitions? Écoutez, moi, je n'ai pas de problème avec ça, dans la mesure où je suis d'accord avec les intuitions, tu sais, mais... Non, mais cela dit, là, blague à part, c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui, par exemple, je parle là, de la relation commissaire-artiste dans le cadre d'une exposition peut-être personnelle, parce que c'est très différent, l'exposition de groupe. C'est sûr que d'abord, d'une certaine manière, le travail de l'artiste est choisi. Donc déjà, si un commissaire travaille sur le travail d'un artiste, on peut supposer qu'il y a un intérêt, à moins que le commissaire soit quelqu'un de masochiste. Mais alors déjà là, nous, l'artiste, c'est agréable, c'est-à-dire que c'est enrichissant pour nous parce que comme on travaille seul, on a peu d'interlocuteurs, alors que tout d'un coup, quand quelqu'un décide de faire une exposition de notre travail, ben c'est intéressant de connaître le point de vue du commissaire. Quelles sont les œuvres qui l'intéressent? Parce que je vais parler peut-être des artistes comme moi, ayant une certaine... des artistes mi-carrière, ou qui ont quand même quelques années de travail. Il y a tout un répertoire, si on pense au répertoire du travail d'un artiste. Donc, qu'est-ce que le commissaire choisit? Qu'est-ce qui l'intéresse? Ça, c'est fascinant parce que il y a des choses que nous, on oublie, c'est-à-dire qu'il y a des œuvres qu'on n'a pas revisitées parce l'artiste est toujours dans le présent.
On s'intéresse aux œuvres sur lesquelles on travaille et celles à venir d'une certaine manière. On a peu de recul sur le passé parce que nos œuvres sont souvent invisibles. Elles sont montrées, après ça, elles sont en entrepôt aux âges, elles sont dans des entrepôts de musées ou chez des collectionneurs. Donc, on n'a pas accès à nos œuvres. On a accès aux images de nos œuvres, mais voilà. Donc, c'est ça. C'est complexe, souvent, les installations. Même Pierre, tu sais, je veux dire, on a des ateliers qui nous permettent de travailler sur quelques œuvres en même temps. Après ça, c'est l'exposition, finalement, révèle notre travail. Mais la pensée du commissaire est intéressante. Et c'est toujours fascinant aussi, le commissaire qui écrit un texte sur le travail de l'artiste. Ça, c'est fascinant pour l'artiste de lire ça. Donc, c'est une relation à laquelle on s'intéresse. Pierre? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une grande part d'intuition dans ce travail-là aussi. Et j'imagine même dans un travail qui s'occuperait d'une production plus historique où l'artiste n'est plus vivant. J'ai l'impression que même si toutes les données sont là, on cherche des œuvres et tout, il y a une part d'intuition dans la façon de faire les regroupements, de plusieurs manières, il y a plusieurs aspects de cette fonction de l'intuition dans le travail du commissaire, du conservateur, l'historien. Oui, aussi. Oui, il y a beaucoup d'imagination, c'est ça, c'est dans le passé, c'est dans le... Donc, oui, je crois que, peut-être pour revenir à la question du commissaire auteur, peut-être que c'est quelque chose qui est plus en vogue en ce moment, dont on parle à cause qu'il y a eu des expositions. Récemment, je pense à la dernière Biennale de Venise ou la dernière Documenta, où il y a beaucoup d'artefacts, beaucoup de choses. Où d'habitude, on avait des œuvres d'artistes connus ou relativement connus qui constituaient le matériel de ces expositions-là. Et maintenant, on retrouve d'autres types d'objets qui sont presque pas des objets d'art, des fois, ou d'artistes qui sont des artistes qui travaillaient dans un garage, ou des artistes qui faisaient de l'art brut, des choses comme ça, et puis là, c'est regroupé avec des choses, des œuvres d'artistes contemporains très connus, tout ça. Donc, cette espèce de liberté-là, peut-être, du commissaire, c'est peut-être qu'on voit de plus en plus, c'est peut-être ça qui suggère cette idée-là du commissaire-auteur, je ne sais pas. C'est ça que j'avais en tête. Bien, effectivement, une chose, John a raison, il faut assumer ses choix. Puis ça, je pense que c'est une des obligations puis une des responsabilités des commissaires. Mais il y a aussi qu'il y a toute une sociologie assez variée, assez diversifiée du commissaire ou du conservateur. Il y a un conservateur comme moi, musée des Beaux-Arts, avec une collection généraliste. Non, et puis il y a les grands commissaires de biennale qui, eux, effectivement, signent des expositions à la manière de grands auteurs d'une économie de l'art globalisée. Il y a toutes sortes de positions et toutes sortes d'analogies. Je m'interroge sur la pertinence de devoir chercher des analogies de ce type-là pour qualifier la variété des pratiques qui rentrent sous le label commissaire ou conservateur. Il y a une chose est certaine, parce que dans cette discussion-là autour du commissaire, c'est que, par exemple, il y a des expositions qui restent célèbres. Par exemple, celle qui avait été organisée, tu sais, qui a été montrée à Venise. C'est magnifique. Oui. Bon, ça, on a refait une exposition, mais je dois dire que c'était une exposition importante. Je connaissais toutes les œuvres, c'était connu. Donc, ça fait partie de cette tendance-là, aussi de la volonté de donner une place importante au commissaire par rapport... mais cela dit, c'est que si les œuvres sont très faibles, il y a un problème. Hein? Donc, on peut, par contre, le travail de l'artiste, ses œuvres, vivent, hein? Même après la mort de l'artiste. Hein? Donc, ça peut toujours être réinterprété. C'est-à-dire que ça reste toujours un matériel vivant.
Alors que quand l'artiste meurt ou que le commissaire meurt, on peut peut-être remonter une exposition qui a déjà eu lieu, mais c'est très rare que ça se fait. Hein? C'est très rare. Donc, est-ce qu'on va en faire de plus en plus? C'est parce que normalement, c'était de l'ordre de la citation écrite, alors que là, c'est une citation visuelle. Donc, mais c'est ça. Je voulais signaler que le travail de l'artiste reste, perdure, parce qu'on continue à l'apprécier. Les artistes aussi citent l'histoire de l'art constamment dans le travail. On est en dialogue ou en lien avec ça. Et c'est le texte premier avec lequel on travaille. À Venise, justement, ils avaient reproduit l'exposition When Attitudes Become Form là, de Harald Zeman. Mais Harald Zeman lui-même, qui est un peu là, le dieu des commissaires indépendants, la référence, lui-même n'aime même pas s'écrire comme un auteur. Il se décrivait comme un Ausstellungsmacher, un fabricant d'expositions. Et il y a de longs passages où on l'a interrogé là-dessus, où il esquivait cette question. Alors, c'est intéressant de voir que celui à qui on se réfère justement pour la notion d'authorship, il rejette. Oui, lui, il était dans le faire, il faisait des expositions, et c'est vrai que les expositions sont des œuvres, temporaires, qui projettent un éclairage, une lecture. C'est fascinant d'être impliqué dans cette expérience. Mais effectivement, on est dans un stade, en effet, de l'historiographie où on refait dans les musées régulièrement des expositions au complet. Même l'historiographie de l'art traditionnel, l'exposition d'Emily Carr au Musée des Beaux-Arts du Canada il y a 5-6 ans, je ne me rappelle plus. Ils ont refait l'exposition d'Emily Carr, je pense, de 1930 au complet, comme un artefact de l'histoire de l'art. Donc, on en est là. C'est le temps de demander aux membres de l'auditoire de se joindre à notre conversation. Alors, moi, je ne vous vois presque pas, la lumière est horrible. Alors, si vous levez la main, on vous apportera un micro si vous avez une question, un commentaire à faire. Où êtes-vous? Quelqu'un? Oui? Non? Oui, non? Tout le monde a faim? Je pense qu'on peut, comme ça, à moins que mes invités ont des choses à dire, on peut vous laisser aller. Il pleut. Non, juste simplement que c'est un bonheur de travailler avec des œuvres aussi riches que celles de Pierre et de Geneviève, qui en effet se prêtent à une telle richesse de lecture. Et Pierre, ce que tu as dit de ton œuvre, c'est un bel exemple. J'allais dire la même chose, sérieusement. Mais j'aurais dit qu'une bonne expérience pour des commissaires serait d'avoir chaque artiste sur la scène pour avoir leur mot à dire, pour vraiment commenter l'installation, l'expérience qu'ils ont eue, parce que c'est la vie de l'œuvre qui continue et la pensée qui développe. On verra peut-être des rebondissements dans votre travail à l'avenir. Alors, une heure passe très vite quand la compagnie est bonne. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une agréable soirée à Montréal. Merci, Marc.